Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Là, c'est mieux. Ah ouais, c'est mieux. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui, un dimanche matin, pour discuter de patrimoine, de modernité. Et déjà, je voudrais dénoncer ce qui vous est imposé à tous les trois. Déjà, le lieu, c'est impressionnant. On l'a vu dans le film, la barre est haute, hein. Non mais c'est vrai, le sujet est en soi déjà magnifique et complexe, et à cela on rajoute ce cadre, ce décorum, c'est sensationnel. Aujourd'hui, le patrimoine, outil de la modernité, nous allons échanger autour de ces questionnements, mais moi je vais vous le dire tout de suite, si je devais intervenir plutôt que d'être modérateur, j'aurais un peu peur, parce que patrimoine, je trouve ça extrêmement complexe et sublime, mais on voit ce que c'est ce dont on hérite,
ce qui vient du passé. Mais on sait que le patrimoine veut dire énormément de choses. Déjà, heureusement qu'on n'a pas gardé tout ce qui venait du passé, parce qu'il y a des choses peut-être à écarter. Et puis le patrimoine est divers, du patrimoine industriel au patrimoine tel que celui-là. Le patrimoine, ça veut dire beaucoup de choses. Modernité aussi. Le mot modernité est extrêmement complexe. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que ce qui est moderne pour nous ici aujourd'hui n'est peut-être pas moderne pour d'autres gens ailleurs au même moment. Et on le voit bien dans l'actualité sans cesse que dans une Cour suprême aux États-Unis, ce qui leur semble moderne n'est sans doute pas ce qui semble moderne à d'autres gens ailleurs. Cette modernité, elle est jamais la même, elle évolue énormément. Pour le dire autrement, le mot modernité et moderne, ces deux mots-là sont à utiliser avec précaution. Vous savez, si vous prenez n'importe quel homme ou femme politique et vous lui demandez « alors, vous êtes moderne ?» Il va vous dire « bah oui, tout le monde est moderne, il faut être moderne, ça la modernité ». Mais une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cette notion de modernité? Qu'est-ce qu'on fait de cette modernité associée au patrimoine? Et pour nous en parler aujourd'hui, Jean-Marc Mansvelt, bonjour. Directeur général de la maison Chaumet. Alors là, patrimoine évident, modernité évidente aussi, parce que la maison est ancienne, 1812, et elle est toujours présente. Et c'est cette réflexion qui va nous mener à échanger les uns les autres. Avec vous également, Zaya Ziwani, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre, chef avec 2 F et un E à la fin, directrice de l'orchestre Divertimento. Et là aussi, dès qu'il est question de musique, et particulièrement de musique classique, il y a l'idée de modernité. Mais vous allez nous expliquer ce que ça veut dire classique. C'est ça aussi, le classique aujourd'hui, c'est peut-être la musique qu'on aime écouter. Et Gilles Poplin, bonjour. Gilles Poplin, directeur de l'école Penningen. Vous nous rappelez ce que c'est que cette école, Penningen ? Bonjour. C'est une école d'art et création et qui enseigne la direction artistique, l'architecture intérieure et la communication, et qui a la particularité de s'appuyer sur un héritage qui n'est pas neutre, qui est celui de l'Académie Julian, qui était donc une académie de peinture qui a été fondée en 1868 par un monsieur qui s'appelait Rodolphe Julian. Donc voilà, fort de cet historique, nous enseignons la création maintenant depuis plus d'1 siècle. Donc l'héritage, il est important. Aujourd'hui, là, quand vous réfléchissez, vous, à ce que vous proposez dans cette école Penningen? En fait, l'héritage, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que la création est avant tout une expertise et l'apprentissage d'une posture et d'éducation, et qu'elle traverse les époques indépendamment des techniques. C'est en ça que ce débat m'intéresse particulièrement. Participer. Oui, parce que je pense qu'il peut y avoir un écho avec tout ce que vous faites les uns les autres. On évoquait, Zaya Ziwani, la musique, et on souriait sur cette notion de musique classique. En fait, elle est classique pour ceux qui décident qu'elle est classique. Et elle est ce qu'elle est, elle est la musique. Oui, alors c'est vrai qu'on utilise le mot classique, même si en fait pour nous en musique, le mot classique fait plutôt référence à la période classique et plutôt celle du 18e et tout début du 19e siècle. Après, c'est vrai que c'est une musique de patrimoine. Et quand on parle souvent de patrimoine, on pense aux beaux bâtiments et autres, mais c'est vrai que la musique, et mon rôle de chef d'orchestre, c'est aussi ma mission de transmettre ce patrimoine musical. Après, moi, la façon dont j'essaye de le transmettre, c'est justement de voir comment, alors plus encore peut-être que de modernité, c'est peut-être de penser comment est-ce qu'on peut être innovant, comment on peut faire évoluer les pratiques. Et c'est vrai que de se dire, tiens, moi je suis chef d'orchestre, je joue des musiques qui appartiennent au passé, qui ont été composées il y a plusieurs années maintenant, voire plusieurs siècles. Comment est-ce qu'on peut être innovant dans ce métier-là, et en même temps, c'est aussi ce qui guide le cœur de ma réflexion et de mon engagement en tant que chef d'orchestre. Alors, il y a plein de façons de le citer, mais c'est vrai que quand moi j'ai décidé de devenir chef d'orchestre, alors j'ai fait mes études de musicologie ici dans ces murs, et puis mes études de direction d'orchestre en France et en Allemagne, et c'est vrai qu'on me disait que de toute façon le métier de chef d'orchestre n'était pas du tout fait pour les femmes. Donc il a fallu que je me réfléchisse à savoir quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle et comment j'avais envie d'exercer ce métier, et en mettant de côté justement ces personnes qui me décourageaient. Et donc voilà, donc j'ai eu l'opportunité de réfléchir, et puis à un moment donné de me dire c'est à moi de me créer mes propres opportunités et de créer l'orchestre Divertimento, et cet orchestre que je dirige maintenant depuis un peu plus de 20 ans. Et un des premiers choix, par exemple, que j'ai fait, ça a été d'installer cet orchestre en Seine-Saint-Denis. Et donc là, ça a été un des premiers éléments peut-être de modernité dans mon projet. C'était de dire qu'en fait, cette musique de répertoire, cette musique dite plutôt symphonique,
ça soit aussi une musique qui peut devenir populaire, mais dans le sens beau du terme, et qu'elle ne doit pas forcément s'incarner que dans des grands lieux identifiés, même si aujourd'hui, évidemment, et moi je prends beaucoup de plaisir quand je joue à la Philharmonie de Paris, à l'Opéra ou dans d'autres beaux lieux, et ces lieux doivent continuer à exister, mais qu'aussi il n'y a pas qu'une seule façon d'être musicien, il n'y a pas qu'une seule façon d'exercer cet art en France. Et parfois, on a un peu cette façon de penser. Tout à l'heure, on entendait la citation de Jacques Chirac, que ça ne serait pas rigolo, en effet, que si on faisait tous les choses de la même façon. Bon, en musique, c'est un petit peu pareil. Et pendant longtemps, on a pensé que la musique classique, elle devait se jouer dans les grandes salles de concert, pour un certain type de public, d'une certaine façon, dans un certain format. Et c'est vrai que moi, étant jeune, à l'époque, quand j'ai décidé de commencer ce métier, jeune, une femme ayant grandi dans un quartier populaire, forcément, j'avais une vision très différente de ma sensation de la musique, de comment j'avais envie d'exercer ce métier. Et c'est vrai que il a fallu aussi beaucoup d'engagement, de force aussi, pour arriver à transformer un petit peu cette façon d'exercer la musique, de la partager, et de dire, voilà, j'installe mon orchestre symphonique dans un département qui est, avec beaucoup de diversité, avec beaucoup aussi de réalités compliquées, pas forcément habitué à la musique symphonique, la musique classique, mais plutôt aux cultures urbaines. Et donc typiquement, ça fait partie des changements de pratique que moi j'estime innovantes, différentes, plus modernes, de se dire que cette musique, elle peut aussi s'inscrire dans un cadre urbain, aussi dans un cadre carcéral, rural, et de dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de cette musique-là. Après, évidemment, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus aussi, c'était aussi de voir comment dans cette approche artistique, on pouvait se dire aussi qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de ces œuvres du passé et comment aujourd'hui on peut les mettre en lien avec des sujets d'aujourd'hui. Et c'est surtout ça qui m'anime aussi moi dans ma réflexion artistique, c'est de montrer que c'est pas qu'une bulle qui appartient au passé, mais qu'elle s'inscrit complètement dans des sujets qui nous concernent aujourd'hui au XXIe siècle. Jean-Marc, dans ce qui a été dit, là, moi je retiens cette idée de transmission, mais c'est vrai que transmettre oblige à une forme de déformation parce qu'il faut toujours l'adapter au présent. Et dans une réflexion sur tout ce que peut faire la maison Chaumet, donc là on est autour des bijoux, pour le dire simplement, mais ce mot-là ne couvre pas la réalité. Il y a 1000 biais possibles. Le patrimoine est essentiel, le passé est essentiel, mais ce passé-là n'est pas figé. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Il s'adapte à aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on vient toujours de quelque part. Si on est hors sol, ça ne marche pas. C'est vrai que la maison, alors je fais une petite correction, 1780, même pas 1812, on est encore plus vieux que ça. Vous faites ce qui est bien, c'est que ça ne se voit pas. Voilà. C'est ça. On a effectivement accumulé au fil des années un savoir, une connaissance. On a à la fois un patrimoine vraiment culturel, matériel et totalement immatériel. Il y a un style, il y a une histoire, nos grands clients. Et il est certain que si on ne fait que reproduire le passé, ça n'intéresse personne aujourd'hui. Mais en même temps, si on ne s'intéresse pas à notre passé pour enrichir le présent, qui est vraiment un tremplin de notre création pour nos équipes, je pense qu'on n'est aussi pas très intéressant. En tout cas, on manque de quelque chose d'essentiel. Donc vraiment pour nous aujourd'hui, c'est trouver l'alchimie entre le passé, l'histoire, les générations précédentes et plaire à la fois en termes de création, en termes de portée, en termes de moyens de communication à la cible d'aujourd'hui. Avec toujours une interrogation fondamentale pour toute l'équipe qui est, alors très humblement, mais qui est ce que l'on fait aujourd'hui. Est-ce que l'on pense que nos prédécesseurs trouveraient ça bien? Est-ce qu'on pense que l'on est à la hauteur de nos prédécesseurs? Parce que si on est là, c'est parce qu'ils ont fait des choses merveilleuses. Et je dirais en symétrie, est-ce que l'on croit que dans 10, 20, 30 ans, nos successeurs, quand ils regarderont ce que nous avons fait, se diront « oui, c'était pas mal ». En tout cas, ça avait du sens. Vous, Gilles Popelin, vous y pensez à ça? Vos prédécesseurs? Non. Enfin, si. En fait non, ça serait trompeur de dire qu'on n'y pense pas, parce qu'en fait, quand on fait de la création, il n'y a jamais vraiment rien. On ne part de jamais... Il y a forcément un élément déclencheur. Et par contre, je pense que là, la notion, elle est intéressante. C'est qu'elle permet, comme vous l'avez dit, de faire rentrer dans le champ du patrimoine aussi finalement un système de valeurs. C'est qu'on hier on a assisté à des débats et on nous a rappelé que ça faisait très, très longtemps que notre pays lui-même n'avait pas connu de guerre ou de conflit. Et on voit très bien qu'à un moment donné, quand il n'y a plus rien à construire ou qu'il y a des choses simplement à faire évoluer,
il faut pouvoir amplifier et donner un sens aux axes de création. Et on s'est rencontrés autour de cette notion d'ailleurs avec Jean-Marc, qui avait très sympathiquement invité l'école. Au départ, on est parti d'une réflexion. Et c'est vrai qu'on est parti de cette idée, voilà, Chaumet comme l'Académie Julian avait peut-être une histoire, même sûrement une histoire très forte, mais comment est-ce qu'on pouvait construire autour de ça? Et moi, finalement, ce que je retiens le plus de mon point de vue, en tous les cas, et de mon métier de créateur et d'enseignant sur ce champ-là, c'est la notion d'outil qui permet d'embrasser finalement les évolutions et de développer des systèmes intellectuels qui vont permettre d'aller vers l'évolution. Donc en fait, bien évidemment, on pense à ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a des gens qui ont souvent érigé un certain nombre de règles sur lesquelles on peut s'appuyer, mais par contre, l'époque étant, il faut pouvoir évoluer avec. On verra après qu'il y a des questions qui posent sur l'accès à la culture et des choses comme ça. Ça fait partie des enjeux qui sont aussi aujourd'hui convoqués. Et je pense que cette notion-là, au travers du patrimoine, elle est fortement véhiculée. Des enjeux qui sont majeurs, hein. Et dans ce que disait Jean-Marc, c'est vrai que, allez, c'est aussi une forme de création au doigt mouillé. Il faut sentir l'air du temps. On ne sait pas si on met un peu trop de passé ou pas assez de passé. Vous, Aya, c'est la même chose. Au moment où vous vous emparez d'une œuvre classique, ce que vous en faites, c'est très compliqué de dire jusqu'où je vais. Pour vous le dire autrement, il faut bien connaître son temps pour réfléchir au passé. Exactement. Et c'est important pour un chef d'orchestre de bien comprendre, en effet, l'histoire de la musique, l'histoire des instruments. Pardon. Déjà, je prends un parti, moi, en jouant mes œuvres, de les jouer sur des instruments modernes et pas des instruments d'époque. Alors, d'autres chefs d'orchestre font le choix plutôt de jouer sur les instruments d'époque, c'est-à-dire les instruments qui étaient fabriqués à cette époque. Entre-temps, c'est vrai que la facture instrumentale a beaucoup évolué. Moi, je trouve que c'est important et elle continuera à évoluer, donc c'est important de jouer avec les instruments dont on dispose aujourd'hui, mais de se rapprocher en effet de la pensée du compositeur. Et c'est ça, c'est l'idée est née justement de ne pas trahir son esprit. Alors moi, je me documente beaucoup justement pour comprendre le contexte de composition, le contexte historique de cette œuvre. Et après, à partir du moment où je m'en empare, je me laisse la possibilité justement de pouvoir m'adapter. Alors, pour des cas très, très simples, à l'époque, par exemple, si on prend les timbales étaient construites d'une certaine façon. C'était des pots qui étaient tendus à la manivelle. Et donc, du coup, il y avait 2 notes qui étaient identifiées, 3 notes au mieux pour la symphonie. Parfois, Beethoven, Schubert ou même Saint-Saëns, d'autres compositeurs, n'avaient pas forcément l'opportunité de faire changer ces notes-là pendant le concert, mais avaient envie d'avoir cette notion de percussion malgré tout dans leur œuvre. Donc, il y a pas très longtemps, j'ai joué il y a quelques jours à la Philharmonie une œuvre de Camille Saint-Saëns. J'ai demandé à mon timbalier de changer les notes. Non pas que je me prétends l'arrogance de pouvoir réécrire Saint-Saëns, pas du tout. Mais à l'époque, Saint-Saëns n'avait pas cette possibilité de pouvoir adapter les notes en plein milieu de l'œuvre. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc moi, je me sens très à l'aise de dire aux percussionnistes, tu changes la note pour que ça sonne dans la bonne tonalité, puisque Saint-Saëns... il avait une très belle oreille, il ne faisait pas de faute de notes. Donc voilà, donc à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité-là. Donc on essaie tout simplement de s'adapter. Et moi, j'estime que mon rôle, c'est justement de pouvoir faire évoluer aussi l'œuvre avec le temps. Et qu'il y a une période de conception, de création de l'œuvre. Elle appartient au compositeur. Il y a une période après, ensuite, il y a un travail de restitution de l'œuvre et elle fait partie de mon travail de chef d'orchestre. Et aujourd'hui, quand je travaille avec des compositeurs contemporains, je ne leur permets pas de venir aux premières répétitions pour la simple et bonne raison que ce travail de restitution, de travail de réalisation, de concrétisation de cette œuvre, moi j'ai besoin d'être toute seule parce que parfois on déstructure un petit peu l'œuvre pour mieux la construire ensuite. Parce que en fait, l'œuvre et la musique symphonique, c'est une musique vivante. Donc en fonction de l'orchestre que j'aurai en face de moi, j'aurai peut-être une première trompette plus expansive que dans un autre orchestre, des musiciens dans un certain tempérament, dans une salle qui est différente. Et donc, on passe du temps à devoir s'adapter aux personnes, au temps, aux instruments que l'on a. Et donc, du coup, d'amener à travailler des choses. Quand, par exemple, vous avez un rythme complexe à faire à 60 musiciens en même temps, des fois, je vais être amené à déstructurer un peu le rythme pour que dans la conception intellectuelle, tout le monde puisse le comprendre. Et puis après, avec le temps, on arrive à
à apporter une souplesse qui permet de retrouver ce que le compositeur a voulu. Et donc parfois les compositeurs ne comprennent pas cette petite partie du temps de travail que moi je prends pour justement déstructurer l'œuvre, pour mieux la travailler ensuite. Alors évidemment, je ne change pas toutes les notes, je ne change pas l'ordre des mesures, bien évidemment, ni tout le discours musical, mais ça pour dire qu'en fait, le temps de création et le temps de restitution est différent. Et ce temps de restitution, qu'il soit au moment de la composition, enfin de la période du compositeur ou après, et forcément, il faut prendre ce parti-là et quelque part même un peu cette audace de se dire, oui, je prends le parti d'aller dans cette direction-là. Et aujourd'hui, c'est ça que moi j'aime beaucoup en tant que chef d'orchestre, c'est justement de me rapprocher de la pensée du compositeur, mais en même temps d'être ancré dans mon temps avec les musiciens que j'ai en face de moi et aussi avec le public. Alors, quand je parle de public, l'idée, c'est pas non plus de se dire, tiens, je vais changer pour rendre attractif. Moi, je suis pas dans une dimension commerciale, mais par contre, souvent, on dit oui, les personnes se mettent des freins pour aller dans les salles de concert. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas que dans un sens, qu'il fallait pas attendre toujours que ça soit le public qui aille vers les salles de concert, mais qu'il y avait aussi une autre démarche et de faire en sorte que tout le monde puisse aussi s'approprier cette musique-là. On a la chance de vivre en France. Alors, certains vous diront que c'est peut-être pas une chance parce qu'on a vu que cette année, avec les débats électoraux, on a entendu plein de choses. Alors bon, on va pas rentrer dans un débat aujourd'hui, mais on est dans un pays où il y a beaucoup de diversité sociale, culturelle aussi, et que quelqu'un qui a grandi dans un pays étranger n'a pas forcément ce chemin naturel d'aller écouter de la musique classique dont le berceau est ici en Europe, en France aussi. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir amener ce public-là à comprendre les œuvres, à les partager et ensuite à venir les écouter. Et ça, c'est une démarche qu'il faut prendre le temps de faire. Et pendant très longtemps, dans des grandes institutions musicales, notamment classiques, on pensait que on représentait l'excellence, l'exigence artistique, et que en fait, celui qui était capable de la comprendre, tant mieux pour lui. Celui qui n'était pas capable, c'est qu'il n'était pas prêt à venir, et quelque part, tant pis pour lui. Aujourd'hui, moi, je vois les choses autrement, et je pense que justement, cette musique, elle doit aussi servir à pouvoir fédérer des personnes très différentes, à amener des jeunes à découvrir aussi des univers musicaux qu'ils ne connaissent pas, à les amener à être curieux. Et je pense qu'aujourd'hui, cette curiosité, elle est nécessaire aussi pour un jeune aujourd'hui, pour bien grandir et bien évoluer dans notre société. Et la musique classique peut y contribuer aussi. Et si on reprend ces mots de moderne, de modernité, s'il y a quelque chose qui est lié au progrès aujourd'hui, c'est l'accès à la culture. Ça, c'est essentiel. Et vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée du commerce, parce que la création artistique est aussi souvent une création commerciale, au sens où l'artiste vend ses œuvres, c'est normal. Et pour la joaillerie, c'est ça aussi. Pour la création du bijou, on voit bien, il y a une clientèle. Mais dans la démarche de la Maison Chaumet, il n'y a pas que ça. Parce que, alors moi j'ai appris ça, mais je suis fasciné. Vous savez, quand on va à Place Vendôme, là où il y a Chaumet, moi je regarde les vitrines et tout, je me dis wesh, ok. Et en fait non, il suffit d'ouvrir la porte. Non mais sans blague, il suffit d'ouvrir la porte, on peut visiter. Et avec la Maison Chaumet, il y a aussi la volonté de faire des expositions. Il y en a une actuellement, végétale. C'est à l'école des Beaux-Arts. Mais c'est quelle démarche ça? Parce que Jean-Marc, pour une maison comme ça, on se dit il n'y a pas besoin de faire une exposition, c'est pas l'idée. Et en fait, si, c'est essentiel. Je pense que la question de la transmission est essentielle. On a la question de la transmission pour les générations suivantes au sein de la maison. Notre chef d'atelier, le 13e en 242 ans, donc je vous invite à faire une mathématique, c'est assez incroyable, a pour principale mission de préparer le 14e et le 15e chef d'atelier. Donc il y a la question de la transmission au sens vraiment des savoir-faire, du style, etc. Mais il y a la transmission vers le public. Probablement c'est le changement, ça fait écho à ce que vous disiez, le changement qui est en cours depuis maintenant quelques dizaines d'années, où la joaillerie n'est plus un métier d'exclusivité fermé. C'est encore difficile de franchir la porte de la place Vendôme, c'est évident. Donc on fait tout ce que l'on peut pour inviter, créer des expositions dans les lieux. Mais passer ce savoir, cette culture au travers d'expositions, de publications, les réseaux sociaux, c'est extrêmement important pour nous. Parce que à quoi sert d'avoir un patrimoine aussi exceptionnel, 65 000 dessins, 350 000 photos, 60 tonnes de documents place Vendôme, si c'est juste pour nous, ça ne marche pas. Et typiquement l'exposition végétale, qui est tout l'été aux Beaux-Arts, parle de la nature et est originale, parce que c'est important aussi
au temps présent d'inventer des choses. Donc ce n'est pas une exposition sur Chaumet, c'est une exposition comme un gigantesque herbier, 30 espèces. Et donc vous avez 400 œuvres, dont 100 œuvres de Chaumet, mais de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de la photo, etc. On parle de Claude Monet, on parle d'une tapisserie du XVIe, on parle de Pénone, on parle d'Eva Jospin. Tout ça est ensemble pour montrer aussi que c'est peut-être un des grands sujets aussi du jour, que le cloisonnement c'est sympa, l'hypersegmentation c'est très intéressant, mais croiser les univers, faire se re-rencontrer des choses que l'on met dans des petites cases, c'est important. Et la joaillerie n'est pas que de la joaillerie. La joaillerie, c'est de l'anthropologie, c'est de la sociologie, c'est l'histoire de l'art, c'est l'histoire du vestiaire. On porte un bijou parce qu'on apparaît. Donc, comment le vêtement change, ça impacte la joaillerie. Donc, c'est bien plus large. On a vu Edgar Morin tout à l'heure dans le petit film, un peu de complexité dans ce monde, c'est essentiel, et dans la formation des étudiants. La complexité, c'est-à-dire ne pas être sur une ligne simple qui permettrait une création peut-être simple, mais au contraire ouvrir au maximum et ouvrir vers le passé. Ouvrir vers le passé pour aussi ouvrir sur l'avenir, puisqu'en fait, un des grands défis quand on enseigne, en fait, nous, on a une école qui fonctionne beaucoup avec des praticiens, donc des gens qui sont en activité. Et en fait, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à positionner l'application dans son immédiateté et en même temps de donner suffisamment de clés pour que les jeunes puissent vraiment évoluer et avoir une trajectoire qui soit le plus à rebond. Donc en fait, un enseignement de la création, si je pense qu'on essaie de le faire bien et philosophiquement de la manière la plus honnête, c'est d'arriver à convoquer tous les vecteurs d'émancipation qui vont permettre à chacun, comme vous le disiez, Zaria, finalement de s'extraire de là où on vient pour mieux se l'approprier et mieux le retranscrire et le restituer avec des éléments qui vont être nouveaux et qui vont permettre l'évolution. Donc il ne faut surtout pas finalement trop regarder l'époque actuelle. C'est pour ça que je vous rejoins sur la notion de modernité. Peut-être qu'elle est plus liée finalement à conscientiser l'instant, parce que finalement si on prend la notion de temps, dans le fait qu'on voit bien qu'on a tous des temporalités différentes, elles sont toutes finalement vues par nos propres vecteurs et finalement nos propres vecteurs de conscientisation. Il faut pouvoir finalement donner à ces jeunes, dans leur enseignement, indépendamment des techniques, indépendamment des connaissances, ce qui va être philosophiquement le plus profond pour eux-mêmes au niveau de la manière d'appréhender finalement l'instant et l'observation. C'est pour ça qu'on a énormément de cours de dessin, parce qu'en fait, il y a apprendre à observer en dessinant, c'est une manière de s'approprier le monde et de le comprendre. Et après, c'est par ces vecteurs-là qu'on peut, je pense, favoriser l'évolution, ou en tous les cas, on peut grandir en tous les cas. Voilà. Dans la création, Jean-Marc, vous avez parlé des chefs d'atelier chez Chaumet. Ça vous arrive parfois de vous dire, alors si ceux du passé bénéficiaient des outils techniques, c'est la modernité, c'est ça aussi, des outils techniques d'aujourd'hui, sûr ils y auraient été, mais peut-être aussi qu'à l'inverse, dites donc, ceux du passé, ils étaient drôlement culottés, ils arrivaient à faire des choses qu'aujourd'hui on ose à peine imaginer. Il y a ces deux biais en fait de l'enrichissement en regardant dans le passé. Ah, vraiment, je peux le dire, hein, toutes les semaines, on a exactement ça. C'est-à-dire, on intègre ce que le temps présent invente en termes de technique. Ça nous permet de faire des bijoux qu'on n'a jamais fait. On a fait, il y a 2 ans, un bijou en haute joaillerie qui était absolument exceptionnel. Voilà, 950 petits lingots d'or, imaginez, 650 formes différentes, calculées par ordinateur, après fabriquées à la main. Mais on n'aurait jamais pu le faire il y a 100 ans. Mais en même temps, au fil du temps, aussi parce que les marchés se standardisent et que le goût se standardise, on a oublié des tas de choses. Donc si vous allez à Végétal, je ne fais pas une super promo de Végétal, mais un peu quand même, si vous allez à Végétal, vous allez voir notamment des tailles anciennes. Aujourd'hui, la taille d'un diamant est extrêmement scientifisée. Voilà. Alors c'est magnifique parce que ça donne une valeur, on peut comparer 2 diamants, etc., etc. Mais en même temps, quand on regarde les tailles anciennes, qu'on dirait aujourd'hui imparfaites, en fait, il se crée une émotion, il se crée un mouvement. Enfin, moi, ça me transporte 10 fois plus. Mais comment on rééduque? Et nos ateliers l'ont oublié. Donc, quand on redécouvre une pièce patrimoniale, ça nous arrive de temps en temps, et que ça arrive dans les mains du chef d'atelier, je me permets d'utiliser ce mot, il est en transe, parce qu'il redécouvre quelque chose, qu'on réintègre, du coup, autant que faire se peut, dans nos créations actuelles.
Non, mais je l'ai vu, l'expo végétal. C'est une tuerie. Non, mais c'est pour ça que je dis. Non, mais vraiment, non, mais c'est ce va-et-vient entre le présent, la forme légitime d'art et la forme longtemps illégitime, un herbier. Mais alors, quand on regarde l'herbier comme ça, on comprend qu'il est légitime. Et Jean-Marc, vous avez utilisé peut-être ce mot, moi, qui me semble essentiel dans la conversation qu'on a, c'est émotion. Et la musique procure de l'émotion en soi, mais cette musique relue, revisitée, réfléchie, c'est ça aussi, Zaya, que vous cherchez à offrir. C'est avant tout peut-être une émotion, parce que c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Mais complètement. Et en effet, souvent, moi, je vais enregistrer, ça fait plus de 20 ans que je fais mon métier, et je vais enregistrer mon premier disque dans quelques mois. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est vrai que pendant très longtemps, c'était pour moi quelque chose d'essentiel de garder ce lien avec le public et avec les œuvres, justement, sur le temps du concert. Et que, évidemment, écouter de la belle musique à la radio, à la télévision, c'est très bien. Et moi, j'encourage aussi tous les jeunes que nous rencontrons à leur dire écoutez de la musique. Mais en fait, la rencontre avec l'œuvre, elle se fait vraiment en live, dans le vrai, dans le direct. Et quand, en plus, vous êtes face à un orchestre symphonique... pour reprendre les expressions des jeunes, voilà, ça envoie les watts. Donc en fait, c'est vrai que cette notion, quand vous êtes en face de cet orchestre et que vous ressentez cette énergie, et ben c'est vrai que c'est des émotions, et qui sont fortes et qui sont propres à justement ce temps de la rencontre avec la musique. Et c'est pour ça que moi, dans mon engagement de chef d'orchestre, en plus de diriger les œuvres, de monter sur scène, ça a été vraiment de militer pour dire, bah voilà, ces œuvres-là, elles doivent pouvoir être partagées partout. Et de dire, bah tiens, en milieu urbain, dans des lieux de proximité, bah oui, même si c'est une salle polyvalente, on peut organiser des concerts de musique symphonique, en milieu rural aussi, en milieu carcéral. Et après, d'amener aussi les personnes, une fois qu'on a installé cette rencontre avec les œuvres et que les publics ont identifié les lieux culturels de leur ville, de les amener ensuite à aller s'approprier aussi les grandes salles de concert. C'est pour ça que quand tout à l'heure je disais il ne faut pas simplement aller que dans un sens, forcément, et parfois on dit oui, est-ce que la musique aussi, le numérique va prendre le dessus sur la musique vivante? Bah, moi aujourd'hui je peux attester que le fait d'avoir fait ce travail-là, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties après le Covid, la réouverture des salles de concert. Moi tous mes concerts cette année étaient complets tout le temps. Alors évidemment, je suis contente de ça, mais ça pour dire que en fait ce travail de terrain qui parfois a longtemps été décrié parce que tout à l'heure, Jean-Marc parlait de cloisonnement des choses, parce qu'on n'avait parfois qu'une seule vision des choses. Moi, aujourd'hui, quand j'installe une résidence dans une ville, eh ben, on se met autour de la table et je demande à la RATP d'être là, au commissaire de police d'être là, aux collectivités d'être là, aux personnes du monde économique, à l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, parce que c'est tous ensemble qu'on doit faire les choses. Et pendant très longtemps, on pensait que nous, les artistes, on savait, qu'on apprenait dans des beaux lieux comme ici. Donc, ça veut dire qu'on sait. Et donc, il y a une seule façon de faire les choses. Et que celui qui n'est pas en capacité de comprendre ou d'apprécier, c'est qu'il n'est pas outillé pour. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on veut faire en sorte qu'un public s'approprie aussi, on ne peut pas parler d'accès à la culture s'il y a des problèmes d'insécurité dans la rue, des problèmes d'éclairage urbain, des problèmes aussi d'organisation aussi, même de sensibilisation des publics. Donc c'est tous ces aspects-là que nous qu'on travaille autour de la table. Et après, une fois qu'on arrive à créer ces temps de rencontre, ces temps de concert, et ben moi ce qui m'intéresse, c'est tout à l'heure on dit comment on peut faire en sorte d'intéresser les publics. Ben, c'est juste simplement de leur montrer que c'est pas quelque chose qui appartient au passé, mais qui a une résonance avec les sujets d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait des concerts sur justement la rencontre entre l'Europe et les autres cultures du monde dans la musique symphonique. J'ai déjà fait des concerts, par exemple, sur la rencontre entre la France et l'Algérie. Alors, on pourrait se dire, mais comment la France et l'Algérie en musique classique? Bah, il y a énormément, justement, de lieux où on peut se retrouver et de faire découvrir le monde par la musique. C'est quelque chose d'assez fantastique. Mais c'est aussi un parti pris de dire, le dernier concert que j'ai fait il y a quelques jours à la Philharmonie, et ben, il y avait des œuvres de Camille Saint-Saëns, des Léo Delibes, de Rimsky-Korsakov, mais il y avait aussi une musique classique d'Algérie, d'Égypte, de Turquie, et il y avait également de la création contemporaine d'aujourd'hui, et de montrer qu'en fait, cette musique classique qui a longtemps été européenne, aujourd'hui, la mondialisation aussi s'en est emparée, qu'il y a des orchestres partout dans le monde, mais aussi des créateurs contemporains, et que c'est intéressant de découvrir, par exemple, le monde arabe, pas que par le prisme des compositeurs du passé, et en plus qui avait plutôt une vision orientaliste, mais de dire aujourd'hui elle existe, regardez, découvrez l'Égypte par sa musique traditionnelle, mais aussi l'Algérie par les créateurs d'aujourd'hui. Et typiquement,
dans un milieu où on va à la Philharmonie pour écouter des œuvres symphoniques, puis après, si on veut écouter de la musique du monde, on va dans un autre lieu. Si on veut écouter de la création contemporaine, on va à un autre concert. Et moi, justement, j'essaye d'effacer toutes ces lignes et de dire on va avoir une narration, on va avoir un vrai parcours au sein d'un même concert et on va pouvoir découvrir tout ça et de montrer que justement, une famille qui viendrait peut-être du Sri Lanka ou de Chine ou du Mexique ou d'Afrique du Nord peut se dire ah bah tiens, moi aussi je m'y retrouve parce que j'ai pas l'impression que ça ne m'appartient pas, puisque en fait je me rends compte que cette musique symphonique elle résonne aussi avec les cultures du monde entier. Et ça, on peut le faire avec les rencontres avec les cultures ou avec plein d'autres sujets. Cet après-midi, je ferai un concert au Stade de France sur le lien entre la musique classique et le breakdance. On pourrait se dire tiens, c'est bizarre, il y a plein de liens possibles. Donc c'est aussi intéressant pour moi de montrer que la musique classique, elle est tout à fait inscrite dans son temps, mais par contre, il faut créer les conditions pour. Juste avant de donner la parole au panel, dans tout ce qui vient d'être dit, moi je retiens cet accompagnement, parce que c'est vrai que c'est pas une évidence. Et l'éducation, là, c'est essentiel. Et dans cette idée de modernité, si on regarde aujourd'hui ce qui est de plus évident comme progrès, c'est les réseaux sociaux, c'est l'accès à la culture. C'est vrai qu'avant, pour avoir du savoir, fallait aller en bibliothèque, venir dans des lieux comme ici. Aujourd'hui, on a accès au savoir ailleurs, mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que l'accompagnement est essentiel, guidé pour obtenir l'accès à la création ou même pour permettre à certains, vos étudiants, de créer. Bah oui, complètement. C'est vrai que c'est un enjeu qui est fort parce qu'on voit aussi qu'on parlait d'industrialisation. La communication, c'est un secteur qui s'est industrialisé. La technique et l'avènement du numérique, finalement, et les algorithmes aussi amènent parfois à certaines formes d'appauvrissement, voilà, sans être passéiste. Donc il faut être prudent par rapport à ça. Il n'y a pas à rejeter les choses parce qu'il y a un ordre naturel qui s'opère. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut raison garder. Puis il faut avoir confiance aussi dans les jeunes, dans la manière dont justement ils s'approprient l'époque. Mais par contre, là où on peut avoir un rôle au niveau de l'enseignement, c'est de veiller à ce que ça soit fait dans une forme d'étayage d'une certaine manière. Et moi, quand je pense à la notion de patrimoine, j'ai souscrit quasiment à cette notion dans une école de création. J'avoue que quand on a réfléchi à ça avec Jean-Marc, pour moi, ça a été presque une forme de provocation parce que je suis issu d'une école où il n'y a pas d'archives. J'ai eu une historienne de l'art qui s'appelait Martine Herold qui était quasiment contre la notion d'archivage du passé. Quand on est très tourné vers le futur. Mais ça, je pense que c'était aussi une vision très progressiste, très 19e aussi. Mais aujourd'hui, quand je pense à la notion de patrimoine, tout à l'heure on parlait du système de valeurs, je pense qu'en fait, ce qui est sous-tendu derrière ça, c'est la notion de pluralité. Et pour faire un peu de promo à l'exposition de Jean-Marc aussi, Végétal, que je vous invite vraiment à voir parce qu'elle est vraiment très belle. Ce qui est intéressant, c'est justement, on le voit, il y a de plus en plus au niveau des expositions et des institutions, convoquer le temps, à la fois uniquement dans l'élaboration, dans la restitution, dans la production, pour comprendre justement qu'il y a eu des réflexions, qu'il y a eu des systèmes de pensée. Souvent, quand on pense au patrimoine, on va se dire, ça, il ne faut pas du tout qu'on le défasse, parce que c'était fait, ça correspond à quelque chose. Mais derrière ces bâtiments, il y a des politiques, il y a des pensées, il y a des courants de pensée. Donc on peut s'interroger aussi sur cette notion de tout balayer l'histoire, mais en fait on ne peut pas balayer l'histoire. Vous parliez d'Algérie tout à l'heure, on a un passé commun, même si après il est discutable, même si on peut avoir envie finalement de le revoir. Enfin, on ne peut pas s'affranchir en fait de ce qui a été fait, de tous les points de vue. C'est pour ça que c'est très important au niveau de l'éducation, au niveau de la communication, il faut vraiment être prudent avec finalement les dogmes qui peuvent émerger de l'époque d'une certaine manière. Oui, mais vous avez raison, il faut se méfier toujours de l'époque. Et puis on se rend compte que le patrimoine va très bien avec les outils modernes, parce qu'on le voit bien dans cette salle, hein, il y a de la lumière, il y a le vidéoprojecteur, il y a des tonnes de fils, d'ordinateurs. Et au milieu de tout ça, Jean-Marc, ça y est, Gilles, il y a le panel qui est ici. Non mais voilà. Alors, le mot panel est le panel. En fait, ce sont des individus. Alors, vous êtes équipé d'un micro, c'est bon, vous en avez un? Voilà, regardez, super. Il est là.
Allez-y, je vous laisse la parole après ce premier échange, mais merci vraiment déjà à tous les trois parce que ça met bien en place les bases d'une réflexion. Comme on disait, elle est complexe et généreuse. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais vous demander, plus particulièrement pour Madame Zioani, vous avez dit que vos concerts étaient complets. Vraiment super, bravo. Vraiment. Et je voulais savoir, malgré toutes les difficultés dont vous avez parlé, l'insécurité, les habitudes socioculturelles qui ne sont pas ancrées dans le mode de vie, justement des quartiers où vous allez, comment vous avez fait pour que tous ces concerts soient complets et quelle a été la réaction de l'audience, du public? Oui, merci beaucoup de votre question. En fait, je trouve qu'en fait, ça relie cette thématique qui relie ces 2 journées, prendre le temps. Et en fait, parfois, ce temps-là, tout à l'heure, je vous expliquais, alors moi, ma façon d'exercer mon activité aujourd'hui, alors je fais des concerts avec mon propre orchestre, avec d'autres orchestres aussi, et avec mon orchestre, l'Orchestre Divertimento, on fait des concerts où on invite à participer à des festivals dans des grands auditoriums et salles de concert, on le fait très bien, mais il y a une grande partie de notre activité qui est articulée sous forme de résidence. Et en fait, ces résidences, c'est prendre le temps, justement, d'être sur un territoire pendant 3 ans, pendant parfois 6 ans, parfois même pendant 9 ans, et de se dire, alors on l'a inscrit par cycle de 3 ans, et justement de créer ce temps-là pour créer le lien, d'avoir ce temps-là pour créer le lien avec les publics. Alors on s'empare, on va évidemment dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les maisons de quartier. On organise parfois des temps qui sont une rencontre ponctuelle jusqu'à des parcours qui peuvent être sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire même parfois sur des dispositifs sur 3 ans. Et c'est en fait en prenant ce temps-là de créer la rencontre, de tisser ce lien, que petit à petit, on amène les publics à avoir déjà envie, cette curiosité, à se donner justement la possibilité de venir au concert une première fois. Alors certes, d'une façon très encadrée, mais après, petit à petit, de s'inscrire aussi dans une certaine autonomie. Et il n'y a pas très longtemps, dans le concert que j'ai donné à la Philharmonie de Paris, quelques jours après, on a joué à Stein, qui est notre lieu de résidence. Et en fait, il y a plein de publics nouveaux qui sont venus et plein d'autres qui nous ont dit « Ah, mais… des publics habituels qui me disaient « Ah, mais nous, en fait, on a été vous écouter à la Philharmonie. » Et alors, sur le moment, j'étais un peu… me dire « Ah, bah mince, ils ont déjà écouté le concert. » Et en même temps, j'étais très contente parce que je me dis « Bah voilà, ça fait plusieurs années qu'on est là, qu'on amène ces gens à avoir envie de venir au concert. » Et du coup, aussi, dans l'autre sens, on est par 40